J'adore la série de jeux vidéo Final Fantasy. Et comme tout le monde, j'ai mon petit favori qui se trouve être le 7. C'est celui que j'ai découvert en premier sur ma vieille PlayStation. Il m'a accompagné toute mon adolescence, j'aime l'univers, les personnages, le scénario, et j'ai la chance que ce soit l'un, sinon le Final Fantasy qui s'est le plus étendu, tous médias confondus. 4 jeux vidéo sans compter le remake, un long métrage, un livre et 2 courts métrages d'animation dont Last Order, celui qui nous intéresse aujourd'hui. J'espère faire au moins un peu honneur à mon univers vidéoludique préféré. Pour recontextualiser un peu, l'OAV se déroule pendant la fuite de Zack et Cloud après qu'ils se soient échappés du laboratoire de Hojo à Nibelheim. En gros, on va suivre une partie de la toute fin du jeu Crisis Core juste avant le début du jeu Final Fantasy VII. Donc cette vidéo va contenir beaucoup de spoilers au cas où certains d'entre vous ne connaîtriez pas l'histoire complète. Ce court-métrage est surtout là comme un bonus qui avait été ajouté à une édition collector du film Advent Children, sorti en 2005 au Japon, puis en 2007 en France. Pour changer un peu, il a été réalisé par Madhouse en animation traditionnelle et non en images de synthèse. Personnellement, tant que c'est bien fait, les deux me vont très bien. L'OAV n'est par contre pas présent dans le format physique d'Advent Children Complete, ça en fait tout de même un épisode qui devient relativement difficile à se procurer légalement. Un peu comme l'OAV sur All Might dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est quand même une sale manie de créer du contenu mais de ne pas le rendre pleinement disponible partout et pour tout le monde. Mais je m'égare, passons au contenu en lui-même. On débute sur une vue subjective de notre pauvre Cloud, complètement intoxiqué à la Mako après plus de 4 années enfermé dans le laboratoire de Hojo. Fort heureusement, Zack, ce héros, est là pour le soutenir et surtout le traîner vaillamment avec l'intention de rallier Midgar. Je trouve ça vraiment adorable la façon dont Zack s'occupe de Cloud tout du long. On voit toute l'affection qu'il lui porte par ses regards affectueux ou inquiets et sa façon si amicale de lui parler, même si son ami ne peut pas lui répondre à cause de son état de quasi-légume. Par contre, j'ai toujours trouvé ça plus que bancal de vouloir retourner se jeter dans la gueule du loup à Midgar, mais après tout, les hommes de la Shinra les auraient probablement retrouvés n'importe où. À cause d'eux, justement, nos deux héros sont fortement ralentis dans leur voyage, puisque Zack doit se débarrasser de leurs poursuivants tout en veillant sur son ami souffrant. Le côté un peu original de l'OAV, c'est qu'on a aussi droit au point de vue des Turks par l'intermédiaire de leur chef, Tseng, qui gère une opération en parallèle des troupes normales de la Shinra pour tenter de rattraper nos deux fugitifs. Il semblerait en tout cas qu'ils soient un peu moins belliqueux que l'armée, mais ce ne sont pas non plus forcément des alliés pour autant. On a droit pour l'occasion à un petit caméo des personnages de Before Crisis, sorti en 2004, en plus de Reno, Rude et Elena que l'on connaît bien. Mais pas d'agitation, ils ont malheureusement à peine une ligne de dialogue chacun, on n'a qu'une vingtaine de petites minutes, il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de prendre une petite pause café visiblement, mais surtout de présenter le seul et l'unique Sephiroth, ancien général des armées de la Shinra, devenu fou après avoir découvert qu'il est le fruit d'horribles expériences scientifiques menées à partir des cellules d'une créature extraterrestre de plus de 2000 ans nommée Jenova, qu'il prend maintenant pour sa mère. Désolée Lucretia, tu t'es fait piquer la place. Flashback. Nibelheim, la ville de naissance de Cloud et de son amie d'enfance Tifa, est en flammes après avoir subi la fureur vengeresse de Sephiroth suite à sa fameuse découverte sur Jenova. On va suivre justement Tifa qui est à la recherche de son père, qui a malheureusement connu un sort funeste à l'instar de tous les habitants du village qui étaient présents lors de l'attaque. Mais la réaction de la jeune fille attendra puisque le montage a la bougeotte et qu'on retourne Fissa dans le présent pour assister à une nouvelle scène de combat avec Zack. Il faut s'y faire, l'OAV saute d'une temporalité à l'autre, il faut suivre. Alors que le Zack du présent prend la poudre d'escampette après avoir montré aux soldats qui c'est le patron, le Zack du passé déboule à Nibelheim avec Cloud pour constater les dégâts causés par son ancien collègue. Et on peut dire que c'est pas Jojo. Nos héros sont mis au courant de la localisation de Tifa et Sephiroth, pendant que dans le présent, les Turks se mêlent à la chasse à l'homme. L'étau se resserre autour de nos fugitifs, mais Zack est un homme plein de ressources, et il continue de leur filer entre les doigts.
Comme ça va vite me donner le tournis, on va en rester au flashback pour le moment, la course-poursuite étant de toute façon moins intéressante. On retrouve donc Tifa qui arrive au réacteur Mako dans les montagnes de Nibelheim, et on constate ici un premier changement avec le jeu vidéo Final Fantasy VII puisque Tifa retrouve son père en dehors du réacteur, alors que dans le jeu il est à l'intérieur. Bon, rien de bien méchant, mais ça reste à noter. Malheureusement, les deux versions ont la même finalité et le père de la jeune femme pousse son dernier souffle dans ses bras. Elle va nous prouver sa force de caractère en tentant d'aller affronter elle-même Sephiroth, mais c'est évidemment peine perdue. Je t'aime bien Tifa, mais clairement tu n'as pas le niveau face au boss final et à son fameux complexe d'Oedipe. Quand Zack arrive à son tour au réacteur, c'est pour la trouver hors combat au sol. Elle s'en sort quand même vachement bien par rapport aux autres, hein. Sephi devait être très content qu'elle lui ait rendu son épée, qu'il avait laissée dehors sans aucune raison. C'est une manie en fait de la laisser traîner n'importe où. Tifa passe ses nerfs sur ce pauvre Zack qui part ensuite prendre à son tour sa raclée face à Sephiroth qui n'apprécie pas des masses qu'on le dérange pendant qu'il parle de ses plans de conquête planétaire avec sa maman fossile. Après un combat dont l'animation devrait être pris en exemple par plusieurs animés actuels, c'est enfin Cloud qui fait son entrée dans le réacteur. Il s'est fait désirer, hein. Et même s'il arrive à venir à bout de Sephiroth, il finit tout de même dans un pire état que celui de Tifa et Zack, et il douille bien le pauvre, hein. D'ailleurs, deuxième changement par rapport au jeu ici. Dans le jeu vidéo, c'est Cloud qui jette Sephiroth dans le fond du réacteur. C'est un exploit et une victoire pour notre jeune héros, peu sûr de lui et bien éprouvé. Mais dans l'OAV, c'est Sephiroth qui s'y jette tout seul, sans vraiment d'explication. Regardez, même ce pauvre Cloud est perplexe. Pour le coup, je préfère la version du jeu, qui reste évidemment canon. Et là, c'est le drame. Comme si c'était pas déjà suffisant, le professeur Hojo, le vrai méchant de l'histoire pour moi, se pointe pour faire de Zack et Cloud ses nouveaux petits cobayes, qu'il gardera donc enfermés 4 longues années dans son laboratoire des horreurs. Il est aussi sous-entendu qu'il commence à cacher tout ce qui s'est passé à Nibelheim, en reconstruisant le village et en y remplaçant les habitants comme on le verra plus tard dans le jeu. Hojo malmène ensuite un peu de Tseng, mais franchement, il le mérite vu qu'il ferme totalement les yeux sur les choses atroces qui se passent pourtant juste sous son nez. Encore heureux qu'il tente de se racheter à la fin, hein. D'ailleurs, retour au présent, où nos fugitifs préférés sont toujours sur la route. On les retrouve à l'arrière d'un camion, où le soldat de première classe fait la conversation tout seul, puisque Cloud ne peut toujours pas lui répondre. Ils sont tellement attachants tous les deux, on sent toute la confiance et l'amitié qu'ils partagent, d'autant plus si on a déjà joué à Crisis Core avant de voir ce mini-anime. Et si c'est le cas, cette conversation à sens unique est un crève-cœur qui annonce la fin tragique qui arrive. Zack est tellement insouciant et confiant en l'avenir, mais à l'instar de l'histoire du jeu vidéo, l'armée de la Shinra les rattrape avant les Turks, qui eux comptaient au moins leur laisser la vie sauve. Heureusement pour mon pauvre cœur, on nous épargne la mort de Zack qui n'est que sous-entendue par le coup de feu final. On peut aussi remarquer que cet épisode unique finit comme il a commencé, avec le point de vue subjectif de Cloud et la voix de Zack. La boucle est bouclée. On ne va pas se mentir, cet OAV n'apporte pas grand chose à l'histoire, puisqu'il reprend essentiellement tout ce qu'on avait déjà pu voir dans les jeux, du moins en tant que joueur et spectateur actuel. Parce que l'OAV est sorti en 2005 au Japon, soit 2 ans avant Crisis Core et l'histoire complète de Zack. C'était donc, à l'époque, une histoire inédite qui nous en apprenait enfin un peu plus sur le fameux Zack, qui restait si mystérieux quand on avait joué qu'à Final Fantasy VII. En plus, on avait droit à des chara-design quand même vachement plus chouettes, l'impact émotionnel était tout autre. D'autant qu'il est sorti comme supplément à Advent Children, où Zack est à peine visible contrairement à la version complete, où des scènes ont été ajoutées avec lui. En clair, cet OAV a été très important pour mieux comprendre ce qu'il s'est passé à Nibelheim, qui était Zack, sa relation avec Cloud, ou au moins pour y apporter un regard différent du peu qu'on en avait à l'époque sur lui. Et pour toutes ces raisons, c'est un peu dommage que cet OAV soit un peu oublié aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord ou pas, et en attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.